Bonjour à tous et bienvenue pour le retour de l'émission Côté Comics. Ouais. Donc une émission, on peut dire un peu à côté comics 2.0 à peu près, parce qu'il y a quand même pas mal de changements, c'est vrai. Donc plus de fond vert, plus de face à caméra, il y a une belle table, une ambiance bon enfant, je pense que c'est plutôt sympa. Alors par contre, il y a des choses qui ne changent pas, comme le grand monsieur à ma droite. Bonjour Julien. Bonjour Jeff. Comment vas-tu? Content d'être de retour? Mais la grande forme, ouais, très heureux d'être de retour. Donc on va parler comics à fond là. Mais comme toujours, comics et comics. Et comics, exactement. Et à ma gauche, un nouvel arrivé, donc Guillaume Mathias. Bonjour Guillaume. Donc toi, tu es le petit nouveau. Peux-tu te présenter? Alors oui, je suis donc Guillaume Mathias, auteur de bande dessinée de French Comics de Bertrand Kefterian, qui sort donc dans toutes les bonnes librairies le 6 février. On vous en reparlera peut-être en fin d'émission si on a le temps. Et donc moi aussi, j'adore parler de comics et c'est bien pour ça que je suis bien content d'être là parmi vous. D'accord, donc toi aussi, tu vas parler comics, c'est ça? Bah ouais, je crois. Parfait. C'est parfait. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec toi, Julien, qui va nous faire un petit tour d'horizon de l'actu comics, c'est ça? Donc en long, en large, en travers et encore en large, parce qu'apparemment, il y a pas mal de choses à dire, c'est ça? C'est parti. Ok, donc c'est parti pour l'actu comics. Alors, vu qu'on a eu beaucoup de mois qui se sont passés depuis la fête Côté Comics, beaucoup de choses, j'essaie de faire un petit topo de tout ce qui s'est passé sur 3 axes, donc film, séries télé et comics. Alors niveau film, personne n'est passé, je pense, à côté de l'annonce de la phase 3 de Marvel, évidemment. Donc 9 films jusqu'en 2019, il va y avoir du boulot. Alors pour les nouveautés, on a Doctor Strange, Black Panther, on va avoir Captain Marvel et les Inhumains aussi. D'ailleurs, Vin Diesel a teasé une image ce matin, pour les Inhumains, donc on verra ce que ça donne. Au niveau des suites, Gardiens de la Galaxie 2, Thor 3 qui sera Ragnarok. Et évidemment, la grosse annonce, Captain America Civil War au cinéma, ça va être chaud. Et tout ça se finira par Avengers Infinity War en 2 parties, mai 2018 et mai 2019. Il va y avoir du lourd. Chez DC, évidemment, c'est Batman contre Superman Dawn of Justice, qui fait toujours parler de lui. Henry Cavill reprend son rôle de Superman. Batman, ce sera Ben Affleck et Wonder Woman Gal Gadot. Tout ça, ça sort le 27 avril 2016. Wonder Woman qui aura apparemment une trilogie de films derrière, avec une réalisatrice déjà qui a été choisie et qui est Michelle MacLaren, qu'on a vu notamment sur Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones, que du bon. Et le film qui fait aussi beaucoup parler de lui, à la surprise générale, c'est Suicide Squad. Donc c'est une petite série à la base de vilains. Et là, pour le coup, ça va être le 2e film d'ici à sortir. Et ils ont pris du lourd niveau acteur, puisque le nouveau Joker sera interprété par Jared Leto. Will Smith sera de la partie pour Deadshot, et Tom Hardy, qui jouait Bane, sera lui Rick Flag. On aura aussi Harley Quinn, Boomerang et l'Enchantress. On va voir ce que ça donne. Niveau série télé, évidemment, la rentrée 2014 a été prolifique. Niveau super-héros, on a eu The Flash, Gotham et Constantine, comme nouvelle série, en plus de Raw, Agents of S.H.I.E.L.D. et Walking Dead. En janvier, le 6 janvier, arrivera Agent Carter, avec Hayley Atwell, le spin-off de Captain America The Winter Soldier. Donc là, ce sera pendant qu'Agents of S.H.I.E.L.D. en pause, donc 8 épisodes, qui démarrent le 6 janvier. Et évidemment, ce qu'on attend tous, en tout cas moi, c'est les séries Netflix de Marvel. Ça débute avec Daredevil, on aura Jessica Jones, on aura Luke Cage et évidemment Iron Fist. Daredevil a fini d'être filmé, ça arrive en mai 2015 sur Netflix. Quant à Jessica Jones, ça sera interprété par Kristen Ritter. Et pour Luke Cage, ce sera Mike Colter. Voilà. Évidemment, toutes ces séries se retrouveront pour Defenders, une mini-série en 5 épisodes, un peu plus tard. On passe niveau comics maintenant, on enchaîne avec les 2 gros événements Marvel et DC. Chez Marvel, ce sera Secret Wars de Jonathan Hickman et Ezra Ribic en mai 2015. On a eu beaucoup de teasers sur des événements en fait connus, genre Civil War, House of M, mais sur des terres parallèles. Et apparemment, c'est une histoire où le grand teaser qu'on a eu, c'est une terre qui sera divisée en territoires, qui aura chacun une terre parallèle. En fait, ça va être une sorte de grande guerre. C'est assez mystérieux, mais ça va être du lourd. Et niveau DC, alors DC c'est spécial puisque DC déménage en avril et mai 2015. Il passe de la côte est, New York, sur la côte ouest, Burbank. Et donc du coup, ils ont prévu tout un truc qui est déjà fait à l'avance. Ça s'appelle Convergence. Il y aura 8 numéros ainsi que 40 mini-séries de 2 épisodes. Donc en 2 mois, il y aura tout ça. Ce sera la conclusion des séries Future's End et World's End. Ce sera donc écrit par Jeff King, nouveau scénariste chez DC. Ce sera sur un nouveau vilain qui s'appelle Telos, qui dérivera de Brainiac apparemment. Et on devrait nous expliquer quelles histoires ont été conservées, donc avant New 52, voilà. Ce qu'ont vraiment vécu les héros et ce qui est arrivé aux héros qui ne sont pas là depuis le reboot.
Donc beaucoup de choses de prévues là aussi. Donc voilà, pour l'actu. Il y a du boulot, hein, mine de Il y rien. a du boulot, effectivement. Il y a un sacré boulot qui nous C'est un attend. petit topo pour que tout le monde soit un peu à jour. Et du coup, j'enchaîne sur un sujet de discussion. Par rapport à ces deux gros events, on sait que ça arrive souvent, il y en a quasiment un par an maintenant, notamment chez Marvel. Est-ce que c'est une bonne idée de la part des éditeurs de toujours vouloir chambouler tous leurs univers systématiquement et de créer de grosses histoires qui cassent un peu tout? Il y a pas mal de choses à dire. Allez. Vous avez 4 heures. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Qui commence? Vas-y, Guillaume, dis-nous tout. Bah, ça dépend quoi. Par exemple, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai arrêté Marvel à cause de tous ces événements, justement, les events, les relaunchs, All New Marvel, New Marvel, Now, enfin, il y en a trop. Donc, du coup, on perd vraiment le fil. Là où je trouve, par exemple, chez DC, ils sont un petit peu plus malins, c'est par exemple la convergence, justement, qui permet quelque part de remettre en scène des histoires oubliées pré-New 52. Donc quelque part, là il y a une attente. Il y a des gens qui sont fans de la continuité précédente de DC Comics qui attendaient ça. Alors que Marvel, là, il ne s'arrête pas de relauncher. Tous les ans, on revient au numéro 1. Tous les ans, il y a un retour en arrière. Là, on sent vraiment que c'est pour vendre du numéro 1, que c'est pour vendre du papier. Alors que chez DC, quelque part, on sent quand même que le récit est un peu plus respecté. Donc moi, pour ma part, je trouve que DC réussit un peu plus le coche par rapport à Marvel sur ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment un des points centraux. C'est sûr que les remises à zéro, vraiment de manière continue, c'est vraiment très pratique pour ceux qui finalement veulent s'y mettre. Alors pour ceux qui sont des lecteurs de longue date, alors là, par contre, c'est juste la misère, quoi. Surtout que, par exemple, pour DC, ils sont allés franchement. Ils ont relaunché complètement, ils ont fait un reboot de leur univers entier. Ils ont arrêté la publication pendant un certain temps. Ils ont tout remis au numéro 1 et tous les univers, enfin tout l'univers partagé a été complètement rebooté, ce qui n'est pas le cas de Marvel, qui fait des semi-reboots par-ci par-là. Enfin, c'est fatigant au final. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, heureusement. je suis plus trop Marvel sur le coup là, mais le problème c'est que d'ici, on a l'impression que c'est pas assumé en fait. Ils ont fait un reboot, ils ont fait un peu n'importe quoi, ils ont dit on met 5 ans, sur une durée de 5 ans, ce qui s'est passé avant, ce qui est chronologiquement impossible. Et là maintenant, ils essaient de se rattraper un peu en expliquant ce qui était avant, ce qui n'était pas avant, ce qui était gardé, donc c'est pas tellement un reboot vraiment. On a l'impression qu'il fait un peu marche arrière petit à petit. Ah non, moi, au contraire, je trouve que par exemple, effectivement, tu as raison, pour la continuité de Batman, le coup des 5 ans, effectivement, c'était une erreur. C'était une erreur, mais ça, c'est des détails, par exemple, des points de détail dans la chronologie, c'est vraiment un problème scénaristique finalement que éditorial. Là, ils ont une volonté de dire, bon, on n'a pas le temps de tout traiter, on a 52 séries par mois, on a quand même 70 ans d'histoire pré-New 52 à remettre au goût du jour. Donc du coup, c'est une façon de le faire. Et je pense que c'est une vraie volonté déjà de faire plaisir aux lecteurs pré-New 52. Et c'est aussi une façon de récupérer des bonnes histoires. Ce qui n'est pas le cas de Marvel qui finalement tourne en rond. Secret War, enfin, je veux dire, le principe même de la nouvelle Secret War qui arrive, ça n'a juste pas de sens. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que Marvel est en train tout doucement, on va dire, de faire marche arrière. Un peu comme s'ils n'assumaient qu'à moitié leur reboot, quoi, finalement. Marvel a pas eu de reboot déjà d'une part. C'est vrai que Marvel est intelligent, c'est qu'ils font des relaunchs, mais en fait, ils changent d'équipe créative, ils gardent tout ce qui a été fait avant et ils relancent le perso de manière fraîche, mais en gardant ce qui a été fait avant et sur des bonnes histoires. Oui, non, alors sur des bonnes histoires, déjà, alors ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, DC assume carrément. Eux, ils ont vraiment repris leur univers de début. Je ne suis pas d'accord qu'ils l'assument tellement. Hein. Ça parle souvent quand même de pré-52, oui, c'est ça. Pré-52, de ce qui s'est passé avant, de comment on peut le ramener, essayer d'expliquer ce qui s'est passé entre. Pour moi, c'est pas très clair quand même. Bah non, c'est par exemple quand tu as une ellipse temporelle dans une histoire et que tu veux revenir sur des choses, sur des zones d'ombre, quelque part si. C'est que tu as des zones d'ombre, donc tu veux réexploiter ces zones d'ombre. C'est intéressant en soi. Ce que Marvel fait, ça n'a rien à voir. Ils reprennent les mêmes histoires, ils les resservent continuellement et ils n'assument pas justement un vrai reboot. Non, c'est vrai que par rapport à DC, je pense que la chose est quand même beaucoup plus claire, on va dire, de manière générale. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit clairement qu'il allait avoir un reboot, donc il y a eu le reboot en 2011, pas de problème. Il est là, et à part effectivement quelques mini-parenthèses finalement, le tout est quand même très clair et l'histoire avance et ne recule pas un peu version Marvel, quoi, disons. Ça se voit que vous lisez pas Marvel, déjà, je m'excuse. C'est vrai que j'ai arrêté, mais quand même. On lit que du bon Marvel et du bon DC, peut-être. Le problème, c'est que DC, ils ont dû tirer à trait sur tout ce qu'il y avait avant, quand ils ont fait le reboot. Marvel est plus intelligent, ils font des relaunchs, mais ils gardent la continuité. Ils arrivent à trouver une fraîcheur et une relance sur les personnages, juste avec de nouveaux auteurs. Et pas en disant, c'est le bordel, on ne sait plus quoi faire, on reprend à zéro, et derrière, on fait un truc qui est à moitié assumé, qui est encore une fois le bordel de toute façon. Donc, pour moi, non. Pour moi, Marvel gère mieux sa barque. Après, il y a beaucoup de séries chez Marvel. C'est peut-être le problème aussi.
Oui, il y en a beaucoup de plus, séries qui se relancent. Bon, mais voilà. par exemple, non, moi je trouve quand même que malgré tout, le fait que, comme tu disais, effectivement, Jeff, DC, ils ont annoncé qu'il y aura un nouvel univers, ils l'ont fait. C'est cohérent et ensuite les choses sont découlées et ont amené de nouveaux lecteurs. Mais ça, c'est un choix de repartir sur un truc à zéro. Je pense que de manière générale, on peut dire que dans tous les cas, il y en a quand même trop. Je pense que c'est ça. Ouais. Et que ça décontenance quand même pas mal de monde. Je pense que ça reste vraiment la conclusion qu'on peut en faire. En tout cas, ça peut peut-être détourner les gens de DC et Marvel et qui iraient chez Image, par exemple. Ça peut. Pourquoi pas. Donc maintenant, nous allons passer à la partie suivante et c'est encore à toi, Julien. C'est encore moi. Et donc là, maintenant, tu vas nous parler de Trillium. Tout à fait. Ok, donc pour cette partie, ça va se passer comme ça. Je vais à chaque fois présenter un bouquin que j'ai beaucoup aimé et parler rapidement des sorties du mois suivant. Il est à l'envers. On commence bien. Eh mais attends, non, mais justement, c'est magnifique. Hey. Alors voilà, donc je parle de Trillium aujourd'hui, qui n'est pas à l'envers là, qui était tout à l'heure. Pourquoi? Je vous l'explique dans quelques secondes. Donc Trillium, série qui va sortir chez Vertigo, donc c'était au mois de décembre, écrit par Jeff Lemire, qui s'est bien fait connaître chez DC, notamment avec le New 52, il a écrit Animal Man, Green Arrow. Donc série complète en 8 numéros. En fait, c'est une histoire d'amour sur fond de science-fiction. C'est deux personnages, donc là c'est William et Nika, qui vivent à deux époques différentes, dans deux lieux différents, et qui, par une sorte de temple magique, vont se rencontrer et tomber amoureux. Voilà. Donc c'est vraiment un récit qui est original, qui pour moi est assez passionnant. Je l'ai lu en 2 fois. Normalement, moi je lis en. Tu l'as lu 2 fois pour le comprendre non, ou tu l'as lu en 2 fois? Je l'ai lu en 2 fois. D'accord. Habituellement, c'est chapitre par chapitre. Alors là, j'étais vraiment passionné dedans. Donc c'est original. Il y a des scènes qui sont vraiment très très belles, notamment sur la fin. C'est très émouvant. Donc voilà, très belle histoire. Et en plus, c'est pas compliqué. On pourrait croire qu'à un moment, ça peut tomber dans le compliqué, notamment avec les voyages dans le temps et tout. Mais finalement, non. Je trouve que c'est assez clair. Ça se lit très bien. Niveau dessin, pour ceux qui ont lu Suite Touffe de Lemire, on sait que c'est pas du grand art. Lemire n'est pas un grand artiste. Par contre, ça passe bien une fois qu'on est dedans. Et je trouve que l'univers qu'il a réussi à créer, l'univers science-fiction, est vraiment sympa. On rentre bien dedans, c'est vraiment cool. Et donc, du coup, ce que je ne peux ne pas parler de, bref, je ne sais plus ce que j'allais dire, c'est le niveau, le côté sens de lecture, en fait. C'est que le bouquin, à plusieurs reprises, on va devoir le tourner pour lire les histoires. Le premier chapitre, par exemple, ça commence par l'histoire de Nika, donc on lit normalement. Et à la moitié du chapitre, on va à la fin du chapitre, on retourne le bouquin pour lire l'histoire de William et ils se rencontrent au milieu. En fait. Vas-y, montre-nous ça du coup, à quoi ça ressemble. Je peux pas trop montrer là, ça va être compliqué, mais juste à part qu'il y a des pages à l'envers. Donc du coup, on peut rassurer tout le monde en disant que ce n'est pas une erreur de la part d'Urban, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre. Et du coup, régulièrement, on tourne le bouquin, ce qui peut être embêtant, mais moi je trouve ça très fun et ça passe bien avec l'histoire. Donc voilà, Trillium, chez Vertigo, achetez, lisez. On passe niveau sortie de janvier rapidement. J'ai noté Moon Knight. Moon Knight, donc, il revient avec le scénariste Warren Ellis et le dessinateur Declan Shalvey. Donc là, c'est 6 one-shots. On sait que Warren Ellis aime bien les one-shots, où c'est vraiment génial. C'est 6 histoires, c'est direct, c'est badass. Je pense que les fans de super-héros vont vraiment prendre leur pied là-dessus. Donc je conseille fortement Moon Knight. On a aussi le 4e monde de Jack Kirby, donc là c'est vraiment une pièce d'histoire qui ressort chez Urban, c'est la création des New Gods, donc Apocalypse, Darkseid, New Genesis Orion. Donc là vraiment ça aussi pour ceux qui aiment le côté historique de DC, c'est vraiment à lire. Et je termine avec 3 fans de Buffy ici, forcément il ne faut pas passer à côté. La saison 10 de Buffy qui arrive déjà, le tome 1, par Christos Cage et Rebecca Isaacs, c'est l'équipe qui bossait sur Angel et Faith l'an dernier. Donc ils ont inversé. Très bonne dessinatrice. C'est toujours aussi bon. L'essence de Buffy est là et en plus ça se renouvelle bien, la mythologie. Donc voilà, aussi à lire Buffy. Non, c'est clair, on ne s'ennuie toujours pas, il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment continuer. Bon. Voilà. Donc voilà, pour les sorties. Donc maintenant nous allons passer à la partie suivante et nous allons parler de Damian Wayne. Donc le personnage de Damian Wayne est un personnage de DC, plus précisément de l'univers de Batman. Et franchement, je pense qu'on est tous les trois d'accord, ça reste quand même un gros foutoir. Ça, je pense que c'est clair et net. Alors l'idée du fils a été développée en fait dès 1987, dans Batman le fils du démon. Mais au tout début, ça c'était, on va dire, hors continuité. Ils l'ont vite écarté en fait. C'est ça, c'est-à-dire que, je sais pas, ils ont peut-être dû se dire, finalement c'est pas une bonne idée, hop, on l'écarte. Et du coup, ouais, donc ça a été placé hors continuité. Le personnage a pas mal de versions, et notamment même au niveau de ses origines, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit que Batman, il a une petite romance avec Talia al Ghul, voilà, il avait des sentiments, et que vu que c'est 2 adultes consentants, il y a eu des bisous et tout ça, et puis les filles en aiguille, voilà. Et il y a une autre école qui dit que c'est Talia al Ghul qui a un peu manigancé tout ça et qui a finalement drogué Batman.
et qu'il y a quand même eu des bisous derrière et que Damien est quand même il là. n'est pas consentant. Mais du coup, Morrison, dans son histoire, lui a repris le côté de drogué, voilà. Donc, Morrison a repris l'histoire de la drogue, voilà. oui. Donc Morrison l'a repris en 2006 à travers Batman numéro 655, dans l'arc Batman et Fils. Et donc c'est là qu'il donne vraiment le nom de Damian Wayne, etc. et qui met en place vraiment l'histoire que l'on connaît actuellement. Alors déjà, par rapport à ses origines, quelle est celle que vous préférez? Quelle est celle qui représente le mieux Batman? Est-ce que Batman peut avoir de sentiments pour une super vilaine? Ou est-ce que le côté drogue, ça passe, ça va? Alors Julien, tu préfères laquelle toi? Moi, connaissant Talia al Ghul, en fait, je pense que le côté... Personnellement. le côté tricherie, c'est ça. Le côté tricherie, drogue, un peu le pousser à avoir un fils exprès, je pense que c'est quand même ce qui passe le mieux au niveau Batman. Après, Batman peut avoir envie d'une femme et faire des choses avec elle, mais là, pour le coup, je trouve que c'était... Donc toi, la sympa. version drogue plus. Version Morrison, allez hop. D'accord. Toi, Guillaume? Bah, moi, non, je préfère l'autre. Ah, parfait, c'est beau. C'est beau. Non, mais déjà, par exemple, Catwoman, enfin, je veux dire, c'est déjà aussi un personnage ambigu. Enfin, il y a déjà eu des exemples qui font que Batman, des fois, est à la limite. Et puis, j'aime bien le fait que Talia al Ghul, même Ra's al Ghul, ne soit pas si méchant que ça, que ce soit des personnages un peu ambivalents. C'est vrai que ça lui donne une petite humanité quand même, Batman. C'est assez sympa le fait qu'il veuille Talia al Ghul quand même. On peut dire qu'il s'est fait avoir comme un humain, tu vois. Oui, il s'est fait avoir comme un humain. Allez. Bref, donc là, le personnage est installé. Donc on sait que Talia a gardé Damien pendant 10 ans, avant finalement de le refiler à Batman. Donc à ce moment-là, il y a Final Crisis par contre. Donc Batman, il dégage, tout simplement. Mais Damien, il est toujours là. Et donc là, il y a aussi la bataille, le Battle for the Cowl. Je le prononce comme il faut, Julien, c'est ça? Cowl, ok. Et donc c'est en gros là, il y a tous les Robins qui se foutent sur la poire, tout simplement, pour savoir qui doit être le vrai Robin. Alors ils ont tous leur argument. Alors Dick Grayson, son argument c'est je suis le premier Robin, donc forcément je dois être Batman. Jason Todd, lui, il n'a pas vraiment d'argument, il veut juste foutre le bordel et dire je suis Batman. Et bah forcément, Damian Wayne, lui, il dit bah, je suis le fils de Bruce Wayne, Batman, ça ne peut être que moi. Donc là, du coup, il y a tous les Robins qui se foutent donc, sur la poire, etc., pas de problème. Mais finalement, Batman, il revient. Toujours. Tôt ou tard, il faut qu'il revienne. Voilà. Donc c'est à travers The Return of Bruce Wayne. Et lorsque on voit Damian Wayne, finalement, alors que cela soit aux côtés de Dick Grayson ou de Bruce Wayne, on se rend compte que le côté petit génie, le côté surdoué, il est là, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est un personnage aussi très froid, violent, manipulateur, insolent, instable, vaniteux. C'est quand même quelqu'un qui a énormément de défauts. Alors forcément, déjà, ça passait moyen aux côtés de Dick, mais c'est pas forcément mieux du côté de Bruce Wayne. Alors du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement, Damian Wayne, c'est un bon Robin? Guillaume, je te laisse la main. Allez, apparemment, c'est toi qui commence. Ok, pas de problème. Alors en fait, pour moi, Damian Wayne, c'est un bon mini Batman quelque part, parce que je trouve qu'il a toutes les qualités de Bruce Wayne, mais avec des défauts supplémentaires. C'est-à-dire qu'il peut être ce que Bruce Wayne aurait été s'il avait mal tourné quelque part. Parce qu'ils sont tous les deux très complémentaires, ils sont tous les deux finalement assez semblables sur plein de choses. Dire ils sont calculateurs, ils ont le sens de l'observation, etc. Ils sont très intelligents, ils savent mener vraiment leur petit monde et être implacables quand il le faut. Sauf que chez Damian Wayne, il n'y a pas cette petite humanité qu'a Bruce Wayne qui fait que le côté implacable l'est trop pour le petit. Donc quelque part, ils se complètent, mais en même temps, ils sont très très proches. D'accord. Et toi, tu vas te contenter de dire je suis d'accord, c'est ça? Non, je ne suis pas d'accord. Non, si, je suis d'accord, c'est effectivement. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en même temps, vu ce qu'on a eu des autres Robins, je pense que ouais, c'est le meilleur. Le truc, c'est que c'est le Robin le plus fun déjà, clairement. Ouais, voilà. Les gens l'aiment pour ça, il est fun. Il y a des excellentes répliques. Voilà, il y a d'excellentes répliques, il se laisse faire par personne. Voilà, c'est un peu. Sa relation même avec les autres personnages de base. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive avec Jason Todd un peu, mais c'est qu'il défie Batman sans arrêt. Il pousse Batman aux limites sans arrêt, que ce soit Bruce Wayne ou Dick Grayson. D'ailleurs, la relation Dick Grayson-Damien, elle est exceptionnelle, elle est géniale. Et dans ce côté-là, de pousser Batman, de le défier tout le temps, je trouve que c'est vraiment la relation la plus intéressante avec un Robin. Parce qu'avant, Tim Drake, il est un peu chiant. Je sais pas. Dick Grayson, on n'aura pas trop vu, nous, en Robin, honnêtement, c'était loin. Donc ouais, je pense que c'est... Oui. Donc c'est sûrement le meilleur Robin, je pense. Donc du coup, nous sommes tous les trois satisfaits de Damian Wayne en tant que Robin. Voilà. D'accord. D'ailleurs, sa mort a fait pleurer beaucoup de monde, c'est pas pour rien. Oh, j'ai spoilé tant Oh mon Dieu. Pardon. D'accord, donc ensuite l'histoire continue. Talia al Ghul met la tête de Damien à prix, tout simplement, parce que finalement elle se rend compte que Damien n'est pas prêt de revenir. C'est pas un bon fils. C'est ça, c'est pas un bon fils. Et donc... Pas un bon fils pour la mère.
Pour la mère, du moins, oui, bien sûr. Il y en a un des deux qui est encore assez content, plus ou moins. Donc, elle met la tête de Damien à prix. Et Léviathan, le groupe terroriste, continue à prendre de l'ampleur. Batman et la Bat Family n'arrivent pas à l'arrêter. Et finalement, ce qui était un drame, on va dire, le drame arrive. Et Damian Wayne finit par être tué par l'hérétique. Donc là, vous voyez l'hérétique, il est à gauche. Je pense que vous l'aviez deviné. Et donc, qui est en gros le clone plus âgé de Damien. Comme ça n'a pas l'air très clair, mais une fois qu'on le lit, c'est quand même très clair. C'est Grant Morrison, ça reste une valeur sûre, il n'y a pas de problème. Donc du coup, par rapport à Damien, ce qu'on peut déjà dire, c'est que finalement, c'est une histoire, on va dire, complète. C'est-à-dire qu'on a vraiment le début, la création, les origines, bon certes, qui varient, mais on a un début et une fin. Alors du coup, vu que vous avez le personnage sur son ensemble, est-ce que, pour vous, Damian Wayne est un bon personnage? Est-ce que vous êtes satisfait de sa fin? Ah, Julien, tu commences. Non, tu commences. Non. T'as pas le droit. Ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est qu'à début et une fin, c'est que Grant Morrison a fait son run. Il a ramené, il l'a créé, Damien, et il l'a fini. Voilà. Donc c'est son histoire, elle est complète. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant qu'il meure finalement. Mais en même temps, tu sens que c'est un peu tiré par les cheveux, que ça arrive, que c'est pas forcément indispensable à l'histoire. Tu sens que c'est Morrison qui dit, c'est mon perso, donc je vais le garder, je vais le tuer, on ne l'utilisera plus. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment dommage de l'avoir tué pour ça. Ça veut dire que de manière générale, tu as plutôt été déçu de sa mort alors? Dans l'histoire, c'est plutôt sympa, même si c'est pas extraordinaire comme mort. Mais niveau éditorial, niveau Morrison qui est un peu égoïste sur le coup, je trouve ça dommage. Ouais. D'accord, c'est ton avis aussi, Guillaume? Carrément. Ah, bon, là, je peux pas dire mieux. Là, je peux pas dire mieux. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, j'ai pas lu encore tout le run justement de la mort donc vous m'avez trop spoilé avant d'enfoirer. Et non, c'est pas vrai, je le savais. On dit qu'il revient. Je me suis fait spoiler déjà. On dit pas qu'il revient ou non? On dit pas. Non, on dit pas qu'il revient. On sait pas s'il va revenir. Attends, ils reviennent tous. Mais non, ils reviennent pas tous. Si, ils reviennent tous. C'est vrai que quand j'ai appris qu'il mourait, je trouvais que c'était un peu dommage parce qu'effectivement, je me disais, voilà, une longue introduction et qui est très bien, un personnage qui marche super bien, qui a une excellente alchimie avec tous les autres personnages de l'univers, et puis le faire disparaître. Enfin, moi, ça m'a étonné. Je pensais pas. Mais effectivement, comme Morrison finissait son run, j'imagine bien qu'effectivement, par rapport aux thématiques qu'il a dû développer, ça lui permettait de conclure en beauté, et que peut-être effectivement cette mort, il l'avait anticipée dès la création du personnage. En plus, là, on voit que c'est un très bon personnage. C'est que tous les scénaristes qui l'ont écrit, ils l'ont très bien écrit. Et ça, c'est quand même preuve que c'est un très bon personnage. C'est vrai que on se rend compte c'est un personnage qui a emballé quand même pas mal de monde. C'est clair, que ce soit au niveau des lecteurs ou au niveau des scénaristes. Ça, c'est clair et net. Donc, si vous êtes intéressé par le personnage de Damien, vous avez 2 lectures disponibles en France. Vous avez 2 séries. Hop là. Donc, vous avez la série Batman et Robin. Hop là. Deuxième du nom. Deuxième du nom. Quand il fait l'équipe avec Bruce Donc, Wayne, 2 tomes ici. Donc ça, c'est la série Batman et Robin du New 52, donc qui date de 2011. Par Peter Tomasi. C'est ça, et qui continue encore actuellement. Et vous avez aussi les Grant Morrison présente Batman. Alors ça, c'est fini par contre, c'est en 9 tomes. Voilà. C'est fini, c'est écrit fin en même temps. Donc c'est tout le run de Morrison, c'est parfait. C'est tout le run de Morrison avec donc la fameuse fin de Damien dedans. Au revoir. Tu le veux? Tiens, tu me le rends après. Bon voilà, c'est déjà à peu près tout sur le personnage de Damian Wayne. Et maintenant, nous allons conclure avec une petite discussion que nous avons lancée sur Facebook. J'espère que tu peux poser ton bouquin, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Tu peux lire chez toi, on te laissera du temps et tout. Bon comics, je sais pas. Et lis ça, là, le truc à l'envers et tout. Apparemment, c'est pas mal quand même. Donc, nous avons lancé il y a quelques jours une petite discussion sur Facebook et nous avons demandé à nos fans qu'est-ce qui est un bon comics. Donc là, on a relevé quelques phrases. Mais quand il répondu, Jeff? C'est à peu près ça. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, pour la petite blagounette, il y a Anthony qui dit que pour sa part, donc lui il dit pour ma part, mais pour sa part donc, un Batman et rien que du Batman. Ça c'est un bon comics. Il n'y a pas de bon comics en dehors de Batman. Ok, bon, reprendre un comics, vas-y. Faut pas exagérer là. Donc je cite quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, c'était une blague, on le dit, c'était une blague. Alors pour Neville, un bon comics c'est un récit clair, des dessins pas trop mauvais et une morale ou un message qui serait ancré dans la réalité, voire un message intemporel tel qu'ont été les œuvres suivantes, V pour Vendetta ainsi que Watchmen. Waouh, c'est beau. On voit quelqu'un qui a vraiment bossé sur ce sujet. Il y a un truc important. Là. Donc Julien, es-tu d'accord avec ce monsieur? Ouais, évidemment, je suis d'accord avec ce monsieur. Non, moi ce qui est intéressant dans ce qu'il dit là, c'est le côté ancré dans la réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour moi, il faut déjà séparer le côté super-héros du côté indé, mais si je passe sur le côté indé, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les histoires qui sont ancrées dans la réalité, c'est-à-dire qui ont un message à niveau politique. Voilà. Donc ce genre de choses. Par exemple, une de mes séries cultes, c'est DMZ. DMZ, ça parle de guerre, ça parle de politique, ça parle
d'attentats, voilà, de ce genre de choses. Et je trouve que quand il y a des messages comme ça, c'est vraiment des séries qui restent gravées, on va dire, dans le marbre des comics, des séries comics. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Et si je peux enchaîner, hein, il y a un deuxième axe important, parce que là, c'est effectivement le genre de série comme ça, mais aussi les séries dramatiques. Donc, un autre de mes comics cultes qui est Scalp, par exemple. Voilà, Scalp, c'est le polar, c'est le côté noir. Là, il n'y a pas de côté politique, tout ça. Qui est encore disponible actuellement. S'il y a des les deux séries sont chez Urban, elles sont excellentes. Et là, ça marque parce qu'il y a le côté personnage qui très attachant et histoire qui te marque. Voilà. Des trucs vraiment violents et qui te marquent. Voilà, j'ai pas plus à dire. Pardon. D'accord, donc maintenant nous allons passer à Guillaume. Et moi je vais te citer cette fois Sébastien. Ok. Pour lui, un bon comics, c'est un bon méchant, de l'action, du mystère, des rebondissements, donc quand ça rebondit, des personnages attachants ou que l'on aime détester, à l'inverse, et pourquoi pas de l'humour, mais à petite dose. Oui, je pense que c'est aussi une bonne définition. Je veux dire, c'est un peu complémentaire de celle que tu viens de citer précédemment, à laquelle Julien a répondu. Moi, quand j'entends ça, ça m'inspire à Invincible, par exemple, pour le côté intemporel dont on parlait, qui a été évoqué tout à l'heure, où là, justement, on part d'un univers de super-héros. Il y a toute la base, la mythologie des super-héros de DC, Marvel, etc., qui est concentrée dans cette série, qui a un peu quelque part une sorte de pastiche, qui joue avec ses codes et qui les détourne, et qui a justement cette dose d'humour, mais pas trop. Je veux dire, il y a quand même une histoire, il y a une réflexion sur le récit lui-même et sur le statut d'un super-héros, et en même temps, on s'en moque un petit peu gentiment. Donc c'est aussi exactement ce que j'essaye de faire avec Bertrand Keftorian, même si ce n'est pas d'un super-héros, c'est justement d'avoir une intrigue qui dit des choses, mais qui n'oublie pas de tourner en dérision quand même le genre. Et donc par contre, on est tous d'accord pour dire qu'un personnage, lorsqu'il apparaît dans un comics, il ne doit pas laisser justement de marbre. Soit on doit l'aimer, soit on le déteste. Mais dans tout le cas, si on lit, si on voit le personnage, qu'on fait... c'est que clairement ça part mal, quoi. Il faut que ça nous parle en fait, que ce soit le personnage, que ce soit l'histoire, les sujets abordés, il faut que ça nous parle, et pas forcément à un niveau personnel, mais en tout cas qu'on ressente quelque chose, voilà, tout simplement. Ça marche à l'émotion de toute façon, que ce soit le rire, ou que ce soit le côté peur, ou le côté... Voilà, ça marche à l'émotion. D'accord. Bon, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Alors je crois savoir, Guillaume, que tu as encore un petit quelque chose à nous dire, c'est ça? Tout à fait, oui. En fait, pour la sortie de l'album Bertrand Keftorian, donc je ne me lasserai jamais de le montrer à la caméra. Hein. Mais montre-le, je t'en prie. Donc je lance un jeu qui s'appelle Zone 57, avec une application mobile qui est téléchargeable sur les stores Android et Apple Store, avec laquelle, donc Zone 57, les gens vont pouvoir traquer des extraterrestres dans le centre-ville de Metz pour gagner des cadeaux. Voilà, donc ils vont pouvoir se prendre pour Bertrand Keftorian, pour de vrai. Il y a des cadeaux. On va y aller. Il y a des comics à gagner, plein. Non, ça commence le 12 janvier. On y va. Le 12 janvier, d'accord. 12 janvier, ça dure 10 jours, c'est juste avant Angoulême. Et après, hop, on continue. Venez à Metz, ça va être trop chouette. Et du coup, Zone 57, c'est le nom aussi du volume 2 qui arrive. Oui, qui arrivera, mais bien quelle culture, ce Julien. C'est bien vu. Ou alors il a révisé juste avant de venir, on ne sait pas trop. Je le connais bien, Guillaume. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu parler de vos passions, de vos petits coups de cœur. Tu veux qu'on se fasse, c'est ça? Et tu peux que vous pouvez dire d'abord au revoir, Jean. Et j'espère vous revoir très bientôt. Pour oui, bien sûr, mais très vite, très vite même. Très vite. Voilà. Demain, donc on vous dit demain. Ouais. Non, encore un peu plus tard, mais très vite. Donc on vous dit à très vite. On vous souhaite à tous une excellente soirée. D'accord, au revoir. Ciao, bonsoir. Salut.